La pendule de la cuisine égrène les secondes, comme autant de gouttes d'acide sur le silence de la pièce. Tu es assise là, les doigts crispés sur le rebord froid de la table en formica, fixant ce rectangle de verre noir qu'est ton téléphone. Il ne vibre pas, il ne s'illumine pas. Pourtant, l'air autour de toi semble saturé d'une électricité statique, cette tension invisible qui précède l'orage ou l'effondrement. Tu ressens ce creux familier au creux de l'estomac, cette sensation d'être une note de musique suspendue dans le vide, attendant une résolution qui ne vient jamais. Tu te demandes si tu as dit le mot de trop, si ton dernier regard était assez soumis, ou si, par une alchimie cruelle, tu as cessé d'exister à ses yeux au moment précis où il a franchi le seuil de la porte. Ce silence n'est pas une absence de bruit, c'est une arme de destruction massive, un gaz inodore qui asphyxie tes certitudes. C'est le poids de ton invisibilité soudaine qui t'écrase les poumons, te faisant douter de la solidité même du sol sous tes pieds. Tu entends le ronronnement du réfrigérateur, un bruit trivial qui devient insupportable parce qu'il souligne la solitude absolue de ton attente. Tu observes la poussière qui danse dans un rayon de soleil oblique et chaque grain te semble plus vivant, plus légitime que toi à cet instant précis. Chaque minute qui passe est une sentence, un verdict silencieux qui murmure que tu n'es rien, ou du moins rien qui mérite une seconde d'attention, une simple ombre jetée sur le mur de son indifférence calculée. On imagine souvent que ces architectes du vide sont en quête perpétuelle de nouveautés, qu'ils papillonnent d'un visage à l'autre comme des prédateurs affamés de chair fraîche. C'est une erreur de perspective, une méconnaissance profonde de leur économie psychique. Certes, l'éclat d'une nouvelle conquête leur procure une ivresse passagère, une poussée d'adrénaline comparable à celle d'un joueur devant une machine à sous qui aligne 3-7. Mais ce qu'ils convoitent par-dessus tout, ce qu'ils recherchent dans les recoins les plus sombres de leur existence, c'est une pitance émotionnelle, de premier choix, une source inépuisable et, surtout, d'une fiabilité absolue. Ils ne cherchent pas seulement une proie, ils cherchent un réservoir de secours, une batterie qui ne se décharge jamais tout à fait. Ils veulent un apport narcissique de haute voltige, une personne capable de rester sur l'étagère, immobile et poussiéreuse pendant des mois, pour ensuite s'animer d'une dévotion totale, presque convulsive, dès qu'une main glaciale se pose sur elle. Ils testent ta résistance à l'oubli avec la précision d'un ingénieur mesurant la résistance d'un alliage. Ils évaluent ta capacité à rester fidèle à un fantôme, ta propension à t'auto-flageller pour combler le vide qu'ils laissent derrière eux, et ton endurance face à l'humiliation silencieuse du non-dit. Cette source idéale, ce n'est pas forcément la plus brillante ou la plus belle selon les standards du monde, c'est celle qui possède cette faille secrète, cette fin d'être vue qui la rend prête à jouer le rôle du figurant éternel dans le film de leur vie. Ils cherchent quelqu'un qui possède cette plasticité émotionnelle terrifiante, capable d'encaisser le bombardement affectif initial, ce bombardement affectif où tu étais le centre de l'univers, l'unique soleil autour duquel sa vie semblait graviter, puis de survivre à la période de famine qui suit inévitablement. Est-ce que tu as déjà ressenti cette impression d'être un objet que l'on range dans un placard sombre, pour n'être ressorti que lorsque l'ennui, une frustration professionnelle ou le besoin de validation se fait trop pressant? C'est là que réside leur véritable désir. Posséder un être dont la volonté a été si méthodiquement broyée, fibre après fibre, qu'il ne conçoit plus sa propre existence en dehors du regard du maître, même si ce regard est méprisant, condescendant ou totalement absent. Il crée en toi une addiction chimique,
une dépendance au pic de dopamine qu'il distribue avec une parcimonie cruelle, te forçant à accepter l'inacceptable pour une simple miette de reconnaissance qui ne viendra peut-être jamais. Beaucoup d'entre vous ont été cette source de premier choix. Vous avez offert votre empathie comme on offre son sang, votre lumière comme un phare dans leur nuit factice, votre patience infinie comme un océan, jusqu'à ce que vos propres réserves soient à sec, jusqu'à ce que votre peau semble transparente à force de vouloir plaire, de vouloir réparer ce que vous pensiez être une âme blessée. Et pourtant, un jour, la mécanique s'est enrayée. Vous avez commencé à poser des questions. Vous avez demandé de la cohérence entre les promesses du matin et les trahisons du soir. Vous avez cessé de refléter l'image parfaite et déifiée qu'ils voulaient voir d'eux-mêmes. C'est à cet instant précis que le prédateur se tourne vers une autre catégorie de proie, plus stable dans sa toxicité, la personnalité dépendante, ou, plus radicalement, une autre âme blessée, souvent diagnostiquée comme personnalité limite, borderline. Entre l'architecte du vide et l'être à la personnalité limite, s'installe une danse macabre d'une intensité dévastatrice. C'est une fusion nucléaire de pathologies, un trou noir émotionnel qui aspire tout sur son passage. C'est un cycle de ruptures violentes, suivi de retrouvailles apocalyptiques, de vaisselle brisée contre les murs des certitudes, de menaces de suicide hurlées dans le combiné à 3 heures du matin et de réconciliation fiévreuse sur un champ de ruines où chacun se nourrit de la terreur de l'abandon de l'autre. Le prédateur y trouve un chaos qui le distrait de son propre vide intérieur. Et la victime y trouve une douleur qui, au moins, lui donne l'impression d'exister intensément. Le prédateur utilise le retrait comme un scalpel pour découper ce qui reste de ton autonomie. Il observe avec une curiosité clinique, presque détachée, comment tu te décomposes sous l'effet du silence radio. Mais face à une source toxiquement dépendante, il trouve un écho parfait à sa propre pathologie. Ces personnes sont prêtes à endurer des tourments que la raison refuse de concevoir, des infidélités flagrantes mises en scène pour susciter la jalousie, des humiliations publiques déguisées en humour, des vols financiers justifiés par des crises imaginaires, simplement parce que l'idée du vide absolu est plus terrifiante que celle de la torture quotidienne. Ils deviennent la roue de secours permanente, celle qui ne demande jamais de compte parce qu'elle a trop peur de la réponse, celle qui accepte la manœuvre de retour, après 6 mois de disparition brutale, comme si de rien n'était, avec un sourire tremblant, des larmes ravalées et un repas chaud sur la table. Si tu as réussi à dire non, si tu as enfin fermé la porte à double tour en déclarant que ton chapitre est clos et que tu as trouvé ta propre paix, tu as cessé d'être cette source de premier choix. Tu es devenu un témoin gênant de leur médiocrité, une erreur de calcul dans leur matrice de contrôle, une preuve vivante que leur emprise n'est pas éternelle. As-tu remarqué cette présence constante en périphérie de votre relation? Cette ombre, souvent un ancien partenaire resté ami par une abnégation suspecte, une collègue ambiguë qui envoie des messages à des heures indues, ou un parent dont le lien semble indéfectible malgré les outrages et les trahisons les plus viles, ce n'est pas une coïncidence, c'est une architecture, c'est la soupape de sécurité, le plan B, toujours tiède, maintenu à basse température, au cas où le plat principal viendrait à manquer. L'architecte du vide s'assure toujours d'avoir une personne prête à lui ouvrir la porte à 3 heures du matin. Peu importe l'heure, la météo ou la gravité de la dernière trahison. Il te parlera d'elle avec un mélange de pitié feinte et de mépris subtil, te faisant croire que tu es l'élu.
la seule capable de comprendre sa complexité tourmentée, la seule qui n'est pas folle ou instable comme les autres, mais la réalité est bien plus cynique, bien plus froide. Cette personne qu'il dénigre en ta présence est sa véritable priorité structurelle, car elle est la garantie qu'il ne sera jamais seul face à son propre néant. Il t'utilisera pour créer une triangulation, un jeu de miroir permanent où tu te sentiras constamment en compétition pour un trophée qui, en réalité, n'a aucune valeur marchande ni affective. Il laissera traîner un cheveu sur un siège de voiture, un message oublié sur un écran, un parfum étranger sur une écharpe, juste assez pour que ton instinct s'affole, tout en niant tes perceptions avec un aplomb qui te fera douter de tes propres sens, de ta propre santé mentale, jusqu'à te faire croire que tu es l'architecte de ta propre paranoïa. Je me souviens de ce moment précis où j'ai compris que je ne luttais pas contre une autre femme, mais contre un système de survie psychologique archaïque et déshumanisé. C'était comme essayer de vider l'océan avec une petite cuillère percée pendant un ouragan de catégorie 5. J'ai dû faire un choix radical, un choix de survie pure, une amputation nécessaire pour sauver le reste de mon être. J'ai pris mes valises, j'ai quitté le pays sans laisser d'adresse, je me suis immergé dans des cultures dont je ne comprenais pas la langue pour ne plus avoir à entendre ces mensonges traduits par mon propre désir de croire au miracle. J'ai dû réapprendre les gestes les plus simples, manger sans avoir la gorge nouée, dormir sans sursauter au moindre bruit de clé dans la serrure, respirer sans attendre sa permission tacite. J'ai bâti une entreprise à partir de rien, transformant chaque insulte, chaque « tu n'y arriveras jamais sans moi », chaque doute qu'il avait instillé en moi comme un venin à action lente, en un moteur de création pur et incandescent. J'ai appris que le silence pouvait être un sanctuaire de reconstruction plutôt qu'une cellule d'isolement. J'ai découvert que ma valeur n'était pas indexée sur sa capacité à m'aimer, car on ne peut pas demander à un aveugle de juger de la beauté d'un coucher de soleil. Ma valeur résidait dans ma capacité à me respecter envers et contre tout. Cette quête que nous menons ici, cette volonté de décortiquer les mécanismes de l'ombre jusqu'à la dernière vise, jusqu'au dernier rouage grippé, est un voyage solitaire mais nécessaire. J'ai l'ambition de rassembler 1000 dames autour de ce cercle de vérité. 1000 voix qui refusent de se laisser étouffer par la manipulation de la réalité, le gaslighting. Chaque nouvelle personne qui rejoint ce chemin, chaque commentaire qui dit « je reconnais ma vie dans tes mots », j'ai enfin un nom pour ma douleur, est une preuve supplémentaire que la lumière peut percer. La chape de plomb la plus épaisse. Ce projet ne peut grandir que si nous portons ensemble ce flambeau, si chaque pas que nous faisons vers la clarté est soutenu par la force du nombre. C'est une construction, pierre par pierre, un édifice de conscience que nous érigeons pour que plus personne ne se sente jamais seul dans cette cuisine froide à attendre un signe de vie d'un fantôme qui se nourrit de son agonie. Nous créons une cartographie des sables mouvants pour que ceux qui viennent après nous ne s'y noient pas. La première phase de panique chez le prédateur survient lorsque tu commences à voir à travers le masque, lorsque le vernis craquelle et laisse apparaître le bois pourri en dessous. Ce n'est pas une prise de conscience soudaine, mais une série de petits incidents, de micro-réveils. Tu remarques l'incohérence entre ces paroles mielleuses et ces actes glacials. Tu cesses de t'excuser pour des fautes que tu n'as pas commises. Tu refuses de porter le chapeau de ses propres échecs. Tu commences à mettre des limites, des barrières de barbelés invisibles, mais infranchissables autour de ton jardin intérieur. Tu ne réponds plus au quart de tour à ces messages provocateurs,
conçu pour déclencher ta colère ou ta tristesse. Pour lui, c'est une déclaration de guerre totale, une insubordination inacceptable. Il sent que sa marionnette commence à couper ses propres fils, un par un, avec une détermination tranquille. Sa réaction est alors d'une violence inouïe, pas forcément physique, mais psychologique. Il accélère le processus de dévaluation. Il te projette un avenir fictif et merveilleux. On allait partir en voyage, j'allais te demander en mariage, mais tu as tout gâché par ton attitude, pour te garder sous sa coupe par le regret et la culpabilité, où il choisit la disparition brutale, le ghosting, pour te punir de ton insolence et te forcer à ramper pour obtenir une explication qui ne viendra jamais. Mais il existe une seconde phase de panique, bien plus profonde, viscérale, presque animale. Elle arrive bien après la rupture, quand il pense t'avoir définitivement détruite, jetée aux ordures de son histoire personnelle, comme un jouet cassé. Il t'observe de loin, tapi dans l'ombre des réseaux sociaux, avec des comptes anonymes, ou glanant des informations auprès de connaissances communes, qu'il manipule encore avec son charme de façade. Il s'attend à voir un champ de ruines, une femme brisée, le regard vide, errant dans les décombres de sa vie passée, incapable de se reconstruire. Et au lieu de cela, il voit une renaissance. Il voit que ta peau a retrouvé son éclat, que tu as repris des couleurs, que tes yeux pétillent à nouveau d'une flamme qu'il pensait avoir éteinte. Il voit que tu as lancé ce projet qui te tenait à cœur et qu'il tournait en dérision, le qualifiant d'enfantin ou d'inutile. Il voit que tu ris à nouveau de ce rire cristallin qu'il avait tenté d'étouffer sous l'oreiller de ses critiques incessantes. Cette vision le terrifie plus que la mort elle-même. Pourquoi ? Parce qu'elle prouve que son pouvoir était une illusion totale, un décor de théâtre en carton-pâte. Elle prouve que tu n'avais pas besoin de lui pour exister, alors que lui, sans ton reflet pour le valider, n'est qu'un spectre affamé condamné à errer dans le froid de son propre désert. Ta capacité à guérir est son plus grand échec personnel, son Waterloo émotionnel, chaque pas que tu fais vers ton autonomie, chaque fois que tu refuses de répondre à une provocation, chaque succès que tu remportes, est un coup de poignard dans son ego boursouflé. Il ne comprend pas comment tu as pu transformer ce poison qu'il t'a injecté pendant des mois ou des années en un engrais fertile. Sa stupéfaction se transforme en une rage sourde, une seconde vague de panique qui le pousse parfois à tenter une manœuvre de retour, le hoovering désespéré. Il t'enverra un message anodin. « J'ai vu ce film et j'ai pensé à toi. Est-ce que tu as encore mon vieux pull ?» Une photo d'un souvenir commun, soigneusement choisi pour sa charge émotionnelle. Un émiettage affectif pour tester si la porte est encore entr'ouverte, si le verrou est encore lâche, si la blessure est encore assez fraîche pour y glisser un doigt. Ne te méprends pas. Ne laisse pas ton empathie naturelle te trahir une fois de plus. Ce n'est pas de l'amour, ce n'est même pas du regret sincère. C'est une tentative de vérification de propriété, un inventaire de ses ressources. Il veut s'assurer que tu es toujours disponible sur l'étagère, au cas où son nouvel apport narcissique s'avérerait défaillant, moins malléable ou moins nourrissant que prévu. Regarde-toi maintenant, avec une honnêteté brutale et une immense tendresse pour toi-même. Tu n'es plus cette personne qui tremblait devant un écran noir, le cœur battant à tout rompre à la moindre notification, le souffle court à l'idée d'une remontrance. Tu es en train de forger une armure d'une résistance insoupçonnée, une armure faite de tes larmes transformées en acier trempé. La douleur a été ton maître le plus cruel, le plus exigeant, mais elle n'est plus ton destin. Tu as appris à identifier les signaux d'alarme, les red flags.
avant même qu'il ne soit hissé au sommet du mât. Tu as appris à décrypter le langage codé de la manipulation, cette novlangue où je t'aime signifie j'aime le pouvoir que j'ai sur toi, et où tu es folle signifie tu es en train de découvrir la vérité. Tu as compris que la paix ne se trouve pas dans les explications que tu n'auras jamais de sa part, car il est incapable de vérité, ni dans les bras de celui qui t'a méthodiquement brisé, mais dans le silence fertile de ta propre présence retrouvée. Le principe du boomerang est à l'œuvre. Toute l'énergie destructrice qu'il a projetée vers toi avec tant de force est en train de revenir vers lui, le laissant seul face à son propre désert intérieur, tandis que tu cultives ton jardin avec une patience infinie. Pense à cette personne qu'il garde toujours en réserve, cette source de pitance émotionnelle qui ne part jamais. Cet ami de 10 ans qui subit ses humeurs et ses disparitions sans broncher, comme un chien fidèle attend son maître. Quel a été le rôle exact de cette tierce personne dans ton histoire? Comment a-t-il utilisé son existence, réelle ou fantasmée, pour te faire sentir inadéquate, remplaçable, jetable? Peut-être te comparait-il à elle pour souligner tes défauts. Elle, au moins, elle ne me fait pas de scène. Ou peut-être l'utilisait-il comme preuve de sa propre bonté. Regarde, toutes mes ex m'adorent, le problème vient forcément de toi. Partage ce détail précis, cette ombre qui planait sur votre intimité, car mettre des mots sur cette triangulation, c'est allumer la lumière dans la pièce où il pratique ses tours de passe-passe, c'est briser le sortilège de l'exclusivité qu'il t'avait fait miroiter pour mieux te piéger. C'est comprendre que tu n'étais qu'un pion dans un jeu d'échecs dont il est le seul à connaître les règles changeantes. Pour avancer, pour ne plus jamais revenir en arrière, pour ne plus jamais laisser un prédateur franchir le seuil de ton âme, tu dois intégrer ces quelques piliers de fer dans la structure de ton quotidien. Ce ne sont pas de simples conseils, ce sont des lois de survie, des décrets d'indépendance. Premièrement, cesse toute forme de surveillance numérique immédiatement, radicalement et définitivement. Chaque fois que tu consultes son profil, que tu regardes ses stories pour y déceler un indice de son état d'esprit, ou que tu cherches à savoir s'il est en ligne à 2 heures du matin, tu lui offres une extension de bail gratuite dans ton esprit. Tu nourris le lien traumatique avec ton propre sang, ton propre temps, ton propre espoir résiduel. Coupe les ponts, bloque les accès, supprime les photos qui brûlent tes yeux et laisse-le s'agiter dans le vide sans spectateur pour applaudir sa chute ou admirer sa nouvelle façade de bonheur factice. Ton attention est sa monnaie, sa seule richesse. Cesse de le financer. Fais-lui subir la banqueroute de ton intérêt. Deuxièmement, réapproprie-toi ton espace physique et sensoriel sans attendre une seconde de plus. Change la disposition des meubles pour casser la mémoire spatiale des disputes, des attentes interminables ou des moments de tension. Brûle des essences, des bougies ou des encens qui ne lui rappellent rien, qui sont purement les tiens, des odeurs de renouveau. Écoute des musiques qu'il détestait, qu'il jugeait stupides, trop populaires ou sans intérêt. Ton environnement doit devenir le reflet de ta souveraineté retrouvée, un temple où son souvenir n'a plus droit de citer, où l'air est purifié de sa présence toxique. Si tu peux, repeins les murs, change la couleur des rideaux, jette les objets qu'il t'a offerts pour t'acheter. Fais de ton foyer un lieu où il n'a jamais mis les pieds symboliquement, un espace vierge de son emprise. Troisièmement, pratique l'observation neutre de tes propres émotions lors des tentatives de contact inévitables. Si une manœuvre de retour survient, un appel masqué, un mail accidentel envoyé à la mauvaise adresse,
Un message via un tiers complice. Regarde ta réaction comme si tu étais un scientifique étudiant une réaction chimique en laboratoire sous un microscope. Ressens-tu cette décharge d'adrénaline, cette envie de te justifier, cette nostalgie d'un passé qui, avec le recul, n'a jamais été qu'une illusion? Nomme l'émotion sans la juger. Tiens, voilà la peur qui revient. Tiens, voilà le besoin de plaire qui pointe le bout de son nez. Laisse-la traverser ton corps comme une vague, mais n'agis jamais, au grand jamais, sous son impulsion. Le silence est ta seule réponse possible, ta seule arme efficace. C'est la seule langue qu'ils ne peuvent pas manipuler, le seul miroir qui ne leur renvoie rien. Quatrièmement, investis massivement, presque de manière obsessionnelle, dans une compétence, un talent ou une passion que tu avais délaissée pour lui plaire, par manque d'énergie ou parce qu'il t'avait convaincu que tu n'avais aucun talent. Que ce soit l'apprentissage d'une langue complexe, la pratique intensive d'un sport de combat, la peinture abstraite, le code informatique, le jardinage ou la gestion financière, transforme ton énergie de survie en énergie de création brute. C'est dans l'action concrète, dans la maîtrise d'un savoir-faire, que se solidifie la nouvelle architecture de ton être. Deviens si occupé à construire ton propre empire personnel, pierre après pierre, que tu n'auras même plus le temps, ni l'envie, de te souvenir de son nom ou de son visage. Ta réussite est ton meilleur bouclier. Cinquièmement, entoure-toi de témoins de réalité. Ce sont ces amis précieux, ces membres de la famille qui ont vu ton déclin, qui ont remarqué l'extinction de ta joie et qui voient aujourd'hui ta remontée spectaculaire. Quand le doute t'assaille, car il t'assaillira, le sevrage est un processus long et non linéaire. Appelle-les. Laisse-les te rappeler les faits bruts, la froideur de ses mots, la récurrence de ses mensonges, la vacuité de ses promesses. Ne reste pas seul avec tes pensées, car c'est dans la solitude que le prédateur a laissé ses mines antipersonnelles les plus dangereuses. La vérité se partage, elle se verbalise, pour rester solide et inattaquable. Tu es arrivé au bout de ce tunnel de mots, et pourtant, ce n'est que le véritable commencement de ta liberté. Sens la force qui circule à nouveau dans tes veines, cette résilience qui a survécu à l'hiver le plus rigoureux, à la manipulation la plus fine, à l'isolement le plus total. Tu n'es pas une victime qui a eu de la chance de s'en sortir. Tu es une survivante qui a choisi, par un acte de volonté pur et héroïque, de devenir l'architecte de sa propre lumière. Le chemin sera peut-être encore escarpé par moments. Il y aura des jours de grisaille où le manque te brûlera la gorge comme un poison familier. Mais tes pieds sont désormais ancrés sur un sol de granit, pas sur le sable mouvant de ces promesses de pacotille. Laisse le passé se dissoudre comme une brume toxique au lever du soleil et embrasse cette clarté nouvelle qui t'appartient de plein droit, par conquête. En validant cette étape, en marquant ton passage ici, tu ne fais pas que lire un texte de plus, tu signes un acte d'indépendance définitif envers ton passé et envers tous ceux qui ont essayé de te faire croire que tu étais petite, insignifiante ou remplaçable. Tu es immense, tu es entière, tu es libre. Marche avec la tête haute, les épaules droites, car l'obscurité n'a plus aucune prise sur ceux qui ont appris, au prix de leur propre sang et de leur propre santé, à voir dans le noir et à y allumer leur propre feu sacré. Ne te retourne pas. Il n'y a plus rien pour toi derrière, seulement des cendres, des miroirs brisés et des souvenirs déformés. Ton avenir commence à chaque seconde, à chaque inspiration, où tu décides consciemment de ne plus être une proie. C'est ici, maintenant, que s'arrête son influence et que commence ton règne personnel. Chaque respiration profonde
est une victoire sur son oppression. Chaque silence de ta part est une défaite cuisante pour lui. Savoure cette puissance silencieuse qui monte en toi. Tu as repris les clés de ton propre royaume, et cette fois, tu as changé les serrures. Tu ne les confieras plus jamais à un étranger de passage, aussi charmant soit-il. La porte est fermée, le pont-levis est levé, les gardiens de ta dignité sont en place. Tu es enfin chez toi, dans le sanctuaire de ta propre vie.